En France, il y a encore des professeurs qui se mouillent, hein. Bien, non, là c'est sérieux, chers Jojo. amis, nous sommes sous enregistrement, Ah oui. sous contrôle, sous contrôle de la censure. Ah voilà, Régine Ventreter, et nous allons démarrer. Nous n'attendions plus que Régine Ventreter qui arrive pour que je puisse présenter nos invités. Donc, nos invités, nos collègues chercheurs, Régine Ventreter, Yann Jurovitz, Jean Slamovitz, reçoivent avec nous Isabelle de Mecnem, Martine Benoît, moi-même. Nous recevons donc Joël Cotet, que tout le monde connaît, qu'on ne présente plus, mais je vais dire quand même deux mots. Donc, tu es professeur émérite en sciences politiques à l'ULB, l'Université libre de Bruxelles. Et tu es donc très attentif à l'antisémitisme en Belgique. Tu as produit des rapports, un livre aussi sur l'imagerie antisémite et surtout tu es donc depuis peu le directeur de Président, l'Institut Jonatas. Tu viens de président, créer, pardon, président. président. Tu diriges l'Institut Mhm. et tu es président puisqu'effectivement c'est une association donc Mhm. une ASBL, hein, donc tu présides, effectivement, pour une association, on parle de président, donc tu présides l'Institut Jonatas, qui est un institut de recherche, puisque tu es chercheur. Donc c'est un institut de recherche et d'action, donc pas uniquement d'études, mais aussi d'action, contre l'antisémitisme, et notamment en Belgique. Mhm. Et nous sommes donc partenaires, nous avons établi un partenariat de recherche puisque nous informons mutuellement, nous informons de nos activités, de nos conférences et également nous allons, nous co-créons le prix de thèse hein, que va préside Yann Jurovitz. Voilà. Donc, autant de raisons pour t'inviter, mais je crois que c'est même la deuxième fois qu'on t'invite. Et tu vas parler donc d'un thème que nous connaissons moins. Enfin, en tout cas, quand j'en ai parlé, c'est vrai que les... D'ailleurs, ça me donnera l'occasion aussi dans le chat de mettre une question posée par Pierre Vermeren, qui n'est pas là ce Mhm. soir, qui est donc professeur à la Sorbonne, qui a plutôt émis une réflexion que j'ai peut-être voulu pas diffuser directement, mais mettre dans le chat pour que vous puissiez réagir aux propos de Pierre Vermeren, qui me paraît réflexion qui me paraît très intéressante. Voilà, donc tu vas parler du génocide oublié des Héréros et des Namas. Et on te Exact. laisse la parole pour on va dire une demi-heure, trois quarts d'heure, une demi-heure, trois Oui. quarts d'heure, parce que justement, nos trois collègues vont aussi parler. Ok. Alors, oui, je vais essayer de me tenir effectivement dans les temps. Il est là, quoi? Quoi? Bon, Trois quarts d'heure. Bon, 45 Demi-heure, minutes. Joël. Voilà. une demi-heure, Alors, trois quarts d'heure. Ouais. voilà, je vais essayer le plus rapidement possible. Mais ce que je me proposais, c'est un peu d'expliquer. Alors, j'ai un PowerPoint, ce qui va quand Oui, même me faciliter. Alors, je vais le partager. Ça avait l'air de marcher, donc c'est oui, bien. oui, ça marche. Voilà. Alors, je vais, à partir du début, c'est toujours mieux. Voilà. Et alors, voilà. Alors, voilà, donc je vais parler aujourd'hui d'un génocide qui est totalement oublié et que je considère que je tiens comme le premier génocide du XXe siècle, puisqu'on tient toujours le génocide des Arméniens comme le premier. Et vous allez voir, je vais essayer de vous démontrer en quoi il faut considérer que le massacre à la fois de la tribu des Héréros et puis des Namas constitue vraiment la première fois qu'on utilise le génocide. Alors, c'est vrai, alors je vais commencer par des considérations générales pour vous expliquer dans la confusion actuelle qui règne où tout est désormais génocide. J'ai quand même, il me paraît important un tout petit peu de situer quand même le débat, de rappeler effectivement que le XXe siècle a été un XXe siècle terrible, qui a vu des violations de l'homme sans nombre, etc. Mais que, en ce qui concerne l'historien que je suis, et je me situe dans la ligne d'un Maxime Steinberg, d'un Yves Ternon, le génocide reste un phénomène pour moi qui est rare et qui est inouï. Alors, mais ça fait 30 ans que j'enseigne à l'Université de Bruxelles la question des génocides. Bon, pour l'instant, je ne suis pas en odeur de sainteté, vous comprenez pourquoi, avec tout ce qui se passe autour de Gaza, etc. Mais ce que j'essaie d'expliquer toujours, c'est qu'il y a des différences de nature dans la criminalité de masse et qu'il n'y a pas lieu de confondre génocide avec crime contre l'humanité, massacre, nettoyage ethnique, pratique génocidaire et d'autres concepts que vous connaissez, comme par exemple
le politicide que j'utilise beaucoup, ou encore l'ethnocide. Et ça, c'est très important. Alors, quand on parle de génocide, de quoi est-ce qu'on parle? Ben, c'est le pire des crimes contre l'humanité. Alors, pourquoi est-ce que c'est le pire? Parce qu'il est volontaire, il est prémédité et il est systématique. Et c'est le côté systématique, je pense, qui fait véritablement la différence. Alors c'est vrai, encore une fois, le terrible XXe siècle. Et ce n'est pas seulement une question de nombre, parce que si l'on songe effectivement à l'Holodomor, euh, au plan de Joseph Staline d'écraser tout le nationalisme ukrainien et que reprend aujourd'hui Poutine, eh bien, on sait que les exactions soviétiques, ce que moi j'appelle le politicide soviétique, a causé la mort de 5 millions de soviétiques, en majorité ukrainiens. Et pourtant, je ne tiens pas l'Holodomor comme un génocide, mais plutôt dans la catégorie des crimes contre l'humanité. Or, on sait aujourd'hui que le terme de génocide est devenu un concept passe-partout. Il est désormais repris par tous les groupes qui se considèrent comme victimes d'une injustice ou d'une persécution, alors que l'historien que je suis considère qu'il devrait être réservé est toujours considéré comme un crime absolu, comme un crime, comme je l'ai dit, inouï. Et pour reprendre un mot d'un de mes maîtres, qui s'appelait Maxime Steinberg, l'homme qui a ouvert euh, les recherches sur la Shoah en Belgique, ce mot est un mot malade, tout simplement. Il est devenu simplement synonyme de crime contre l'humanité, de nettoyage ethnique, de répression tout court, parce qu'on a l'impression que si on n'est pas victime d'un génocide, et on voit bien à travers la crise aujourd'hui palestinienne, que on n'a pas, on ne sera pas reconnu comme tel. Et voilà, j'ai bientôt terminé, rassurez-vous, je vais bientôt arriver au génocide des héros, mais voilà un bon exemple, etc., d'utilisation de mésusages, bien sûr, du concept de génocide, puisqu'on voit que l'une des justifications de Poutine pour envahir l'Ukraine a été de lutter contre le génocide des russophones dans le Donbass, et etc. Et même le grand rabbin d'Ukraine avait accusé en son temps Poutine de génocide à Mariupol. Or, je pense que ce mot-là ne devrait pas être utilisé. Et malheureusement, il y a, comme je l'ai dit, une inflation verbale et incontrôlée. Et voilà une image qui est un peu comique. C'est une image d'une manifestation à Paris de taximens contre l'ubérisation, hein, comme vous vous rendez compte. Et de quoi parle-t-on? Eh bien, on parle ici du génocide des taxis. Voilà, un bel exemple, etc. Et naturellement, sur le génocide des Palestiniens, là, c'est une page de Google en 2009, hein, donc on n'est pas en 2023, on n'est pas en 2024, on n'est pas en 2025, mais déjà en 2029, lorsqu'on tapait Google, le nombre de références, le nombre de pages, eh bien, le génocide rwandais, il faudrait dire génocide des Tutsis, avait déjà 1 170 000 pages, la Shoah quand même 2 millions de pages, mais Holocauste Palestine déjà 3 millions. 3 millions, et c'était en 2009. Et génocide palestinien, davantage, ou presque autant, en tout cas que génocide, définition, etc. Donc on voit bien déjà que l'instrumentalisation, et surtout dans le conflit israélo-palestinien, et je crois que je vais pratiquement terminer ici, là voilà, c'est une photographie que j'ai prise à Bruxelles d'une candidate du PTB, qui est le Parti communiste belge de tendance maoïste, et elle a mis Gaza, Babillard, etc. Elle a fait l'adéquation entre Gaza et Babillard. On sait qu'à Babillard, en 2 jours, on a assassiné 33 771 personnes, bien sûr majoritairement et uniquement plutôt civils. Et donc ce sont ces usages politiques médiatisés, intempestifs, insupportables, qui imposent plus qu'à son tour, je pense, une utilisation rigoureuse du concept, et c'est pourquoi le RRA organise ce type de réunion pour essayer un tant soit peu, effectivement, de remettre, je dirais, les concepts pourquoi ils ont été créés, ou on pourrait dire, pour parler de manière plus triviale, l'Église en quelque sorte au milieu du village. Et donc, ce qui est important, donc, c'est de distinguer le crime de génocide des autres crimes de masse, et donc d'éviter effectivement de diluer ce concept dans une seule corbeille où s'empileraient tous les types de massacres de civils. Naturellement, on ne parle de crime, on ne parle pas de souffrance. Si toutes les souffrances se valent, il y a lieu, et moi je suis un partisan de hiérarchiser. Et comme je l'ai dit, le crime de génocide est le pire des crimes contre l'humanité, etc. Alors je vais aller plus vite en disant que ce n'est pas offenser la mémoire des victimes de crimes contre l'humanité que de les inclure dans une autre catégorie, que c'est les génocides. Et on se souviendra qu'à Nuremberg, les grands criminels de guerre nazis ont été pendus, ont été condamnés à mort pour crimes contre l'humanité et pas comme crimes de génocide. Donc, c'est important de le dire. Donc, l'idée d'accepter qu'il existe
des crimes de nature différente. Et dans mes cours, j'explique la différence entre épuration ethnique, crime contre l'humanité, ethnocide, etc. Et je dirais que ce qui est fondamental pour distinguer, je dirais, un crime de génocide et les autres crimes, c'est bien sûr, c'est l'intention. C'est l'intention, mais une fois que le crime est commis, bien évidemment, et c'est Mm. l'intention qui est le critère de démarcation. Dans le génocide, les moyens et les fins se confondent. On tue pour tuer, et on le sait, les enfants sont systématiquement exterminés, puisque c'est une... L'idée, c'est de briser la filiation. Et donc, aucun enfant ne doit absolument survivre. Et ça, c'est le cas, comme on le sait, bien sûr, du génocide des Tutsis, du génocide des Juifs, du génocide des Arméniens, etc. Alors que plutôt dans les violences de masse, on a des moyens pour une autre fin. Hein, Staline, effectivement, on vient assassiner des millions d'Ukrainiens, mais son objectif n'est pas de détruire, de faire disparaître le peuple ukrainien de la terre, mais tout simplement d'essayer de l'amener à concupiscence, de l'amener effectivement à entrer dans le giron soviétique, bref, plutôt de soviétiser et aujourd'hui de russifier ce peuple ukrainien qui est prisonnier de schémas nationalistes auxquels répugnent à la fois les Russes et à l'époque les marxistes. Et donc on tue, on viole pour terroriser, pour contrôler, pour remodeler un territoire ou chasser une population. Alors parlons enfin du génocide des héros, et je m'en excuse d'avoir tardé, et pour expliquer que le génocide des héros entre tout à fait dans la catégorie, comme je l'ai dit, des génocides. Pourquoi? Parce qu'on a un groupe ciblé. Hein, c'est pas un groupe terroriste, c'est pas une classe sociale, c'est deux ethnies qui étaient majoritaires à l'époque, qui constituaient 40% de la population de l'actuelle Namibie, les Herero et les Nama. Donc un groupe ciblé. Donc as such, encore une fois, comme il est défini dans la définition de 1948. Il y a une idéologie. Il ne peut pas y avoir de génocide s'il n'y a pas derrière une idéologie. L'antisémitisme, bien évidemment, dans le cas de la Shoah, et dans le cas du génocide des Herero, c'est le colonialisme et un racialisme exterminateur. On connaît bien la différence de Jan Hirsch, qui explique la différence, effectivement. C'est un racialisme exterminateur. On a l'intention, donc qui est fondamentale, donc l'intention qui est le critère de démarcation, et c'est une guerre à l'origine coloniale, un conflit à l'origine coloniale, qui va se transformer en guerre raciale d'extermination physique. Et vous allez voir que il ne suffit pas qu'il y ait une intention. Alors l'intention, bien sûr, elle est importante, mais il faut qu'elle soit suivie d'une décision. Et justement, dans le cas des héros, on a conservé une décision. D'ailleurs, la décision, elle était publique à l'époque, puisqu'on a un ordre d'extermination, un Vernichtungsbefehl, donc qui date du 4 octobre 1904, où on voit tout simplement le généralissime de l'armée allemande qui est expédié pour réprimer à l'origine, comme je l'ai dit, un conflit colonial et qui va décider d'exterminer également les femmes et les enfants. Et je vous la lirai. Et c'est un crime d'État, comme dans tous les génocides, puisque, naturellement, la décision de von Trotta d'exterminer, y compris les femmes et les enfants, ben, elle est dans le contexte, effectivement, d'un soutien à la fois de l'état-major allemand, du gouvernement allemand et bien sûr de l'empereur Guillaume II. Et par la suite, les conditions, après, lorsque l'ordre va être révoqué après une année, eh bien, les conditions d'après-génocide sont presque des conditions génocidaires, puisqu'on va créer des camps de travail, des camps de concentration, des Konzentrationslager, en reprenant un mot anglais, concentration camp, puisque les États, puisque les Britanniques avaient utilisé des camps de concentration pour la répression de la révolte des bourgs. Et enfin, dernier élément qui confirme qu'il y a bien un problème de génocide, c'est qu'il y a du négationnisme. Hein, qui dit génocide, dit négation. Et donc, par la suite, et aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, vous avez les descendants des colons allemands, pour certains d'entre eux, pas pour tous, qui effectivement nient la réalité du génocide des héros de 1904-1905. Alors de quoi est-ce qu'on parle? Voilà une carte. On parle du pays qui à l'époque était une des rares colonies que s'était taillée l'Allemagne, puisque l'Allemagne s'est bâtie extrêmement tard. Elle s'est bâtie, vous savez, à la suite de la défaite française à Sedan. Et donc elle a quelques territoires en Afrique, comme le Cameroun, comme la Tanzanie, et le sud-ouest africain, l'actuelle Namibie, qui est un territoire, effectivement, où euh, qu'ils entendaient transformer en colonie de peuplement, bon, à l'instar des Britanniques en Australie, etc. Et donc, avec naturellement une situation où, lorsqu'on veut effectivement construire et amener les colons allemands, ben, il faut a priori traiter ou peut-être se débarrasser des populations qui y vivaient avant. Et voici la carte de la Namibie, donc de cette colonie allemande, euh, et qui est attachée à l'Allemagne seulement assez tard par un commerçant allemand, Luderitz,
qui, On en nous parle avril de nous, 1883, on fait un bilan. débarque sur ces territoires-là et entend en faire d'un rattaché, si possible, à l'empire colonial allemand. Et donc en 1902, et ça c'est important aussi, les chiffres, ce qui nous montre quand même aussi l'asymétrie et de quoi on parle, dans ce fameux Sud-West Africa, en 1902, la colonie compte 4500 blancs, donc c'est extrêmement peu, et seulement 2600 Allemands, des Afrikaners, des Britanniques, alors que la population des Africains est l'ordre de 200 000 personnes, parmi lesquelles, je vous ai dit, l'ethnie Herero qui est la plus importante, 80 000, et l'ethnie Nama, donc vous voyez bien, qui compte pour 50% de la population totale. Et on voit bien aussi que la question de génocide, ce n'est pas une question de grand nombre, puisque si l'on tuera finalement 80% des héros, bon, ça ne fera que 60 000. Mais 60 000, c'est la part substantielle, bien évidemment, du peuple héros. Alors le but, comme je l'ai dit, c'est de prendre les terres des héros. L'objectif, c'est de créer une Afrique blanche et allemande qui traverserait l'Afrique d'est en ouest, un peu comme les Français voulaient de Dakar jusqu'à Djibouti et les Britanniques du Caire jusqu'au Cap. Et donc, on commence à faire un peu comme les Américains, on crée des réserves indigènes assez rapidement, dès 1897 pour les Namas et en 1903 pour les Héros, juste une année avant la question du génocide. L'idée, c'est effectivement de prendre les terres, comme je l'ai dit, de peuples qui sont essentiellement éleveurs. Et donc, il y a une révolte, comme il se doit. Les héros se révoltent en janvier 1904, mais c'est une petite révolte locale, en janvier donc 1904, où 123 colons allemands sont massacrés. Alors sur l'image, une image bien sûr de propagande, on voit bien évidemment une femme qui est massacrée par des héros. D'après l'historiographie, les héros ne tuent que des hommes et préservent à la fois les femmes et les enfants, mais bien sûr, l'idée c'est évidemment de monter en épingle ce qui n'est finalement qu'une petite révolte, et on peut la comprendre justifiée, et c'est la raison qui va pousser le gouvernement allemand et d'en profiter en fait de cet incident pour pouvoir tout simplement en terminer avec la population héros. Il y a une montée bien évidemment. Le gouvernement allemand décide d'envoyer un corps expéditionnaire. C'est la meilleure armée de l'époque, hein, l'armée allemande. Hein, c'est la première armée mondiale. Et donc, elle va là-bas. Elle va laisser quand même relativement peu de chance aux héros. Et donc, la réponse allemande à cette révolte, elle est, comme je l'ai dit, strictement militaire. Envoi massif donc, de troupes coloniales placées sous le commandement du général von Trotta, qui est connu pour sa brutalité. Bon, il s'était distingué par sa brutalité au Tanganyika et aussi lors de la révolte des, lors de la révolte à Pékin, effectivement, quelques années auparavant. Et donc, il décide, donc on trouve dans le journal de ce général en chef von Trotta l'idée que les héros sont des Unmensch, des non-humains. Il faut se rappeler aussi que dans la conception nazie, ben, les Juifs ne sont pas des Untermensch, ils sont plutôt des Unmensch. Hein, ce sont des êtres nuisibles. Et les êtres nuisibles, on les supprime. Alors là, des cartes postales, effectivement éditées, qui montrent quand même la puissance de cette armée qui va débarquer. Et voilà les deux protagonistes face à face. D'un côté, le général von Trotta, et de l'autre, le responsable, le chef de la révolte des héros, le Samuel Mahero, qui va tant bien que mal essayer de résister à cette surpuissante armée. Alors, ce qui est important, et c'est en ça qu'il faut parler de génocide, c'est que la guerre que va mener von Trotta va prendre presque immédiatement une forme génocidaire, et encore une fois, c'est l'intention qui compte. Et l'intention n'est pas, encore une fois, de soumettre l'ennemi, un peu comme Staline imagine soumettre les Ukrainiens, ou aujourd'hui Poutine, que de l'éradiquer, de la faire disparaître, purement et simplement. Et c'est dans cette logique génocidaire, et c'est ça la logique, que von Trotta va décider, lors de la seule bataille qui va opposer les héros aux troupes coloniales allemandes, en août 1904, d'exterminer non seulement les 5 à 6 000 combattants qui étaient venus à sa rencontre, mais aussi tous les civils, les femmes et les enfants qui accompagnaient bien évidemment les combattants ou qui s'étaient, encore une fois, réfugiés derrière les combattants sur cette montagne. Et c'est un massacre absolument général. Et voilà une image, bien sûr, qui vous montre la sauvagerie de ces pauvres héros dont on ne fait naturellement qu'une seule bouchée. Voilà quelques images, etc. Et donc, naturellement, il y a quelques survivants qui s'échappent et qui essayent de s'enfuir à travers le désert du Kalahari, mais vraisemblablement, d'après certains témoignages, leur sort, ils sont condamnés par le simple fait que
les puits sur le chemin vers leur fuite ont été empoisonnés pour, effectivement, encore une fois, atteindre les buts de guerre que s'était fixé le général von Trotta. Et on voit là, effectivement, les gens qui essayent de fuir, qui vers l'Afrique du Sud, qui vers le Botswana, à travers le désert du Kalahari, etc. Donc l'intention génocidaire, elle est là. Elle dépasse de loin le cadre strictement colonial. Et donc, comme je l'ai dit au début, ça ressort très clairement, et c'est ça qui est important. Il y a un ordre d'extermination, un Vernichtungsbefehl, qui date du 2 octobre 1904, qui vient logiquement compléter la première phase d'engagement, donc le massacre de l'ensemble des personnes qui étaient présentes lors de la bataille de Waterberg, etc. Voilà une copie de ce fameux ordre qui sont conservés dans les archives. Et on a plusieurs, de toute façon, pièces sur l'ordre d'extermination. Voilà une autre, et je vous lis l'ordre d'extermination. Alors, là, je lis le 6 octobre, là, c'est le 2 octobre, et c'est moi, le général des troupes allemandes, adresse cette lettre au peuple héros. Les héros ne sont plus dorénavant des sujets allemands, ils ont tué, volé, coupé des nez, des oreilles et d'autres parties de soldats blessés, et maintenant, du fait de leur lâcheté, ils ne se battent plus. Je dis au peuple, quiconque nous livre un héros recevra 1000 marks. Celui qui me livrera Samuel Mahero, comme je l'ai dit, le chef de la révolte, recevra 5000 marks, ce qui n'est pas énorme. Tous les héros doivent quitter le pays. S'ils ne le font pas, je les y forcerai avec mes grands canons. Tout héros découvert dans les limites du territoire allemand, et ça c'est important, armé comme désarmé, avec ou sans bétail, sera abattu. Et là, la phrase, bien évidemment, qui est essentielle, je n'accepte aucune femme ou enfant, ils doivent partir ou mourir, telle est ma décision pour le peuple héros. On voit bien effectivement que on est là en face véritablement à une volonté génocidaire, comme a été la volonté génocidaire des nazis, des Hutus, et on pourrait dire de Daesh à l'encontre effectivement des Yézidis. Et donc il y a un terreau idéologique, bien sûr, dans lequel s'inscrit bien évidemment cette décision. Là, c'est un texte qui est postérieur, mais qui montre bien aussi peut-être la différence entre le colonialisme à la française, à la britannique, ou à la belge, qui est un colonialisme d'exploitation, avec le colonialisme allemand, qui semblerait être plutôt le colonialisme, plutôt d'extermination. Et je vous cite un pasteur, le pasteur Paul Orbach, qui dans un best-seller, La pensée allemande dans le monde, il nous dit qu'il s'agisse de peuples ou d'individus, des êtres qui ne produisent rien d'important ne peuvent émettre aucune revendication au droit à l'existence. Hein, on est vraiment dans ce terrible fin du 19e, début du 20e siècle, où à la fois on va inventer le génocide et on va aussi pratiquer et mettre en avant l'euthanasie, hein, l'eugénisme, etc. On est dans ça. Et je le cite encore, nulle philanthropie ou théorie raciale ne peut convaincre des gens raisonnables que la préservation d'une tribu de Cafres de l'Afrique du Sud est plus importante pour l'avenir de l'humanité que l'expansion des grandes nations européennes et de la race blanche en général. C'est seulement quand l'indigène aura appris à produire quelque chose de valeur au service de la race supérieure, c'est-à-dire au service du progrès de celle-ci et du sien propre, qu'il obtient un droit moral à exister. Alors là, c'est, on peut dire, euh, le colonialisme à la belge, hein. On va faire travailler les Congolais jusqu'à, si possible, jusqu'à leur mort. Et on est, voilà, dans une approche effectivement ethnographique, etc. Hein, on va dépeindre effectivement les populations comme des êtres qui ont à peine effectivement le droit à la vie. Et là, on voit bien que c'est une guerre d'essence raciale et génocidaire. Et là, c'est encore une fois euh, c'est toujours ce qu'écrit encore une fois von Trotta. Maintenant, je dois me demander comment arrêter la guerre avec les héros. Le point de vue du gouverneur et de quelques vieux coloniaux diffère complètement du mien. Ce qu'il faut savoir, c'est que avant l'arrivée de von Trotta, il y avait des administrateurs civils qui, eux, étaient contre l'idée d'exterminer le peuple héros. Ils en avaient besoin pour construire la colonie, hein, puisque les Allemands étaient extrêmement peu nombreux, et eux, ils étaient plutôt favorables à, je dirais, à une exploitation, à outrance peut-être, des héros. Et donc, ils s'étaient opposés à l'ordre d'extermination. Mais le gouvernement allemand a soutenu plutôt von Trotta que Leutwein, qui était l'ancien gouverneur politique de, du Sud-Ouest Africa. Alors je continue à lire. Ceux-ci poussent depuis le début à la négociation et considèrent le peuple héros, et là c'est important aussi, comme un matériel productif nécessaire pour le développement futur de la colonie. Je considère que la nation héros comme telle doit être annihilée ou,
si ce n'est pas pratiquement possible, expulser hors du territoire par tous les moyens possibles. J'estime le plus approprié que la nation disparaisse. Ma politique est d'exercer la violence par tous les moyens possibles, y compris terroristes. Je détruis les tribus africaines par un courant de sang et d'argent. Ce n'est qu'une fois ces nettoyages accomplis que quelque chose de nouveau pourra émerger qui restera. Hein, on a presque Joël, l'impression de lire. Joël, Oui, qui écrit cela? ben c'est le Von Trotta. C'est Von Trotta, C'est d'accord. Von Trotta. Et on ne m'interrompt pas, Yann. J'ai peu de temps. Salut, salut Yann. Donc effectivement, c'est Von Trotta qui raconte ça. Donc on voit bien parce qu'il y a des pressions. Hein. L'image coloniale allemande n'est pas bonne, bien évidemment. Et donc encore une fois, Von Trotta, Von Schlieffen, il lui dit, la nation héros devait être soit exterminée ou dans l'hypothèse d'une impossibilité militaire, expulsée du territoire. J'ai donné l'ordre d'exécuter les prisonniers, de renvoyer les femmes et les enfants dans le désert. Le soulèvement est et reste le début d'une guerre raciale. Hein. On est vraiment dans un discours qui pourrait être celui d'un Himmler ou d'un Hans Frank, le gouverneur général, effectivement, en Pologne. Et alors, début 1905, la révolte est logiquement matée, la tribu autrefois florissante n'est plus que l'ombre d'elle-même. Que reste-t-il des 80 000 héros, tout au plus une dizaine de milliers d'individus réfugiés dans les colonies britanniques voisines, à quoi s'ajoutent quelques milliers qui ont réussi à se fondre dans le bush, et l'ordre d'extermination n'est pas levé. Et donc, le problème, comme je l'ai dit, c'est la dégradation du prestige de l'Allemagne. Il y a des critiques internes. L'Allemagne n'est pas l'Allemagne nazie, c'est une Allemagne autoritaire, certes, mais avec un parti social-démocrate relativement puissant, avec quand même une Église quand même qui ne soutient pas cette politique à outrance, etc. Donc, avec des protestations. Et puis, encore une fois, il y a des problèmes qu'on a besoin. Il y a la pénurie de bras. Et donc, tout va inciter le gouvernement allemand et le chancelier von Bülow à convaincre Guillaume II de revoir l'extermination, de demander, c'est-à-dire d'imposer l'arrêt des génocides à Von Trotta. Alors Von Bülow va essayer effectivement de convaincre Guillaume II à travers quatre arguments à ses yeux essentiels. Le premier, c'est la politique d'extermination totale n'est pas chrétienne. Alors c'est le point le plus faible de son argumentation, car Guillaume II estime que les concepts chrétiens ne s'appliquent pas aux païens et aux sauvages, qu'elle est irréaliste, alors que malheureusement, l'extermination n'est jamais irréaliste, qu'elle est économiquement insensée dans une certaine mesure, c'est vrai, parce que qui va construire les voies ferrées, etc., dont l'Allemagne a besoin, et surtout, et c'est ça l'argument qui va faire plier Guillaume II, c'est qu'elle risque de donner aux Allemands une terrible réputation parmi les nations civilisées. Si vous voyez effectivement l'assiette au beurre, si vous voyez Punch, vous voyez effectivement la stigmatisation des Allemands compte tenu de la manière avec laquelle ils ont réprimé, exterminé la population héros. Et donc, après 3 semaines de discussion, de débats parfois vifs, Guillaume II se laisse fléchir. La politique d'extermination est levée. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ça ne signifie pas qu'on va remettre en liberté les quelques survivants du peuple héros. On va les mettre en esclavage. On va les astreindre aux travaux forcés. On va les marquer avec les lettres GH pour héros capturés, etc. Et on va créer des camps de concentration. Et comme je l'ai dit, les camps de concentration ne sont pas une invention allemande, ce n'est pas une invention britannique, c'est une invention espagnole qui a été... bon, on a inventé le camp de concentration au moment de la guerre civile, ou la guerre d'indépendance de Cuba, en 1898, où pour réprimer, pour empêcher effectivement les guerrilleros d'être ravitaillés par la population civile, on va créer des campos de reconcentración qui, effectivement, vont justifier l'intervention américaine à Cuba pour libérer les Cubains du colonialisme espagnol. Et par la suite, l'invention des camps de reconcentration va être utilisée par les Britanniques lors de la guerre des Boers, et les Britanniques vont créer, aussi pour séparer les civils des guerrilleros, des guerriers boers, ils vont créer des concentration camps qui va être repris, tout simplement traduit par les Allemands en Konzentrationslager. Mais la différence entre les camps cubains et les camps britanniques, c'est que dans les camps cubains et dans les camps britanniques pour les bourgs, il n'y a pas de travail forcé. Ce sont des blancs qui sont internés. Donc ce sont des camps d'internement où la mortalité est grande, bien évidemment, mais quand même, c'est très différent. Alors que comme les héros sont un peuple africain, sont des peuples noirs, considérés comme inférieurs, eh bien les Allemands vont inventer le camp de travail forcé. On va les astreindre à des travaux, mais des travaux qui sont létaux, bien évidemment. Et là, vous voyez la manière avec laquelle sont traités les héros, ce qui n'est absolument pas le cas, bien évidemment, des Sud-Africains dans les camps bourgs, puisque dans certains camps bourgs, de 1900 à 1902,
ben, dans certains cambours, eh bien, les Blancs sont internés avec leurs esclaves noirs. Et voilà la manière dont on traite. Et donc, entre 1905 et 1907, il y a des violences, on peut dire génocidaires, des camps de travaux forcés, on pourrait presque dire, encore une fois, homicides. Et tous les héros qui seront aux autorités ne sera plus abattu, mais considéré comme prisonnier, comme je l'ai dit, astreint aux travaux forcés, etc., comme je l'ai montré. Et donc, les survivants ne sont pas autorisés à repeupler Roland, qui est désormais terre Mm. d'empire, mais comme je l'ai dit, concentrée, etc., avec une répression. Alors, l'année qui suit, l'année 1905, c'est une année qui voit la révolte, cette fois-ci des Nama, qui est l'autre grande tribu euh, contre laquelle va effectivement sévir l'Empire allemand. Alors, dans un premier temps, les Nama avaient été les auxiliaires des Allemands. Ils n'avaient pas compris, effectivement, parce que souvent, vous savez, dans le cas des colonialismes, on divise pour régner, et donc on a souvent des supplétifs africains dans les armées coloniales. Et dans ce cas-là, effectivement, dans un premier temps, en 1904, les Namas ne se révoltent pas avec les héros. Et puis à la suite du massacre des héros, ils se révoltent une année plus tard, et là, la répression est tout aussi féroce, et là aussi, au bout d'une année, eh ben, la révolte Nama est écrasée. Alors on parle de 80% de morts dans le cas des héros, puisque là, il y a vraiment un Vernichtungsbefehl. Et dans le cas des Namas, on parle à peu près de 50% de morts aussi en une année. Et donc, on crée des camps de concentration. Voilà un exemple de camp de concentration, c'est celui créé sur une île qui s'appelle Shark Island. Et on va voir en quoi on peut parler presque de pratiques génocidaires, même si, a priori, le génocide, l'ordre génocidaire a été relevé. Et donc, en 1905, ce sont quelques 10 632 femmes et enfants qui sont internés. Hein, donc c'est voilà. Et plus de la moitié des internés, soit 7 862, vont mourir la première année d'activité. Hein. Donc ce sont la mortalité dans les camps de travaux construits par les Allemands est les plus fortes que dans les camps nazis. Je ne parle pas des centres d'extermination. Je parle des concentrationslager nazis, etc., puisqu'on est de l'ordre de 50%. Et c'est une statistique d'autant plus fiable qu'elle émane des archives, encore une fois, du ministère allemand des colonies. Et chaque fois, vous voyez que j'ai chaque fois la référence, effectivement, des ouvrages que je cite, etc. Donc en 1911, les autorités coloniales allemandes recensent 15 130 héros. Rappelez-vous, il y en avait 80 000 en 1900 en 1903. Une majorité des héros a disparu en l'espace de 7 ans, justifiant l'opinion d'un historien allemand selon laquelle les héros avaient cessé d'exister en tant que tribu. Certes, les historiens divergent sur le bilan du génocide, mais suivant le rapport Whitaker de l'ONU de 85, ce serait quelques 65 000 héros, comme je l'ai dit, 80% du total de la population et 10 000 Nama qui auraient été assassinés entre 1904 et 1907, etc. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ben, les héros ne pèsent plus qu'entre 9 et 10% de la population namibienne. De la même manière, on sait qu'il y avait 2 millions à peu près Arméniens dans l'Empire ottoman. Aujourd'hui, il reste 60 000 Arméniens dans la Turquie. 60 000. Et on voit bien que ce n'est pas seulement une question de chiffres, c'est une question à la fois aussi une question de proportion. Hein. On sait très bien qu'en Pologne, il ne reste plus de juifs, etc., qu'en Europe centrale et orientale, à part la Hongrie. Et c'est exactement, encore une fois, la preuve qu'il y a génocide par le résultat, si vous voulez. Alors, je vais vous montrer aussi une caricature qui est parue dans la presse allemande, satirique, Simplicissimus, qui était proche des sociodémocrates. Elle est délicieuse, elle est fantastique, cette image. Il faut la lire de haut en bas. Et vous voyez, encore une fois, les méfaits que constitue la brutalisation qu'engendre la colonisation, et quelle colonisation, au sein de la population allemande. Vous voyez un soldat héros qui avait voilà, une esclave sexuelle africaine, etc., qui revient chez lui et puis qui s'ennuie et qui ne supporte pas la vie telle qu'il la vit avec sa femme. Et il en vint, vous voyez, à la peindre en noir pour pouvoir la battre. Encore une fois, donc il est brutalisé en quelque sorte, hein, il est ensauvagé. Et c'est extraordinaire, je trouve, cette caricature. Elle dit tout, effectivement, de l'expérience coloniale allemande qui va préparer la Shoah. Et c'est sur ça qui est intéressant. Il y a des liens avec la Shoah. Il y a des concordances, il y a des hommes, et je vais terminer sur ça, rassurez-vous. Et parmi ces hommes, il y a des militants nazis, tels Franz von Epp, qui a été l'un des parrains d'Adolf Hitler, qui a créé avec Röhm les fameux SA, et on dit qu'il aurait recyclé les uniformes bruns de la Schutztruppe, c'est-à-dire des troupes coloniales allemandes. Bon, ils étaient couleur désert pour la SA. C'est la raison pour laquelle la SA portait des vestes brunes, qui étaient les restes, les reliquats, effectivement, des habits, encore une fois, coloniaux allemands, etc. Et ce von Epp, dont vous voyez ici une image, la première image, c'est lorsqu'il est un jeune officier
qui participent au génocide des héros, hein. Puis vous le voyez en responsable des corps francs, et puis là, vous le voyez en bon nazi, etc., et qui sera condamné, mais pas à mort, à un des procès de Nuremberg, etc. Et donc, ça a été l'un des parrains, encore une fois, d'Adolf Hitler, hein. Et donc, il y a aussi d'autres liens avec la Shoah, non seulement des hommes, c'est-à-dire des anciens combattants qui ont participé au génocide, qui ont pensé le génocide, et c'est la première fois que on pense qu'on peut résoudre des problèmes par l'extermination totale, hein, de la population visée, etc. Mais aussi, il y a des scientifiques, un certain nombre de scientifiques qui ont effectivement ouvert la voie aux fameuses expériences et à l'anthropologie génétique allemande et qui seront un certain nombre de ces savants, mais des savants fous, qui ont été sur place et qui ont été les maîtres, notamment de Joseph Mengele. Et tous, pour la plupart, ont effectué des recherches dans le sud-ouest africain entre 1902 et 1908. Et dans quel but? De prouver la supériorité de la race blanche, et notamment par des mesures crâniennes. Et l'un des plus célèbres, le père de la génétique allemande, un des plus grands savants, un des plus grands généticiens de son siècle, c'est Eugen Fischer, qui était objectivement un grand savant, mais un grand savant nazi. Par la suite, puisqu'il va être recteur, si je ne me trompe pas, de l'Université de Berlin à partir de 1933, et en 1944 va encore participer à Cracovie, à un séminaire sur la race juive et qui, après-guerre, ne sera absolument pas inquiété, malheureusement. Et donc, il y a une science raciale qui se développe, et donc, un certain nombre de chercheurs allemands nous rappellent effectivement que le corps du chef Nama Frederiks a été, a été voilà, désacralisé, son cadavre a été décapité et utilisé notamment par Fischer pour démontrer ses théories raciales sur la supériorité de la race allemande. Et on sait qu'Adolf Hitler, dans Mein Kampf, utilise un certain nombre des travaux et des conclusions de Fischer, hein, pour démontrer l'inégalité, notamment entre les races, etc. Et donc il y a des collections de crânes héros qui ont été préalablement nettoyés par des prisonnières de guerre à l'aide de tessons de verre, etc. Et on sait que les Allemands 40 ans plus tard, feront exactement la même chose. Et notamment au sein de l'Université de Strasbourg, on connaît effectivement les sordides expériences du professeur Hirt, etc. Et donc, voilà un exemple de ce professeur, Christian Fetzer, un exemple même de ce savant fou. Là, on le voit effectivement, cet homme qui travaille sur les crânes des héros notamment, qui les expédie en Allemagne. Et vous le voyez que cet homme-là a été par la suite. Là, la première photo, c'est lorsqu'il était en poste, notamment en Afrique, notamment dans le Héréoland, etc. Et là, vous le voyez quelques années plus tard, un fidèle serviteur des nazis. Là, vous voyez les crânes qui sont expédiés en Allemagne et vous voyez des exemples, effectivement, de têtes de héros ou de Nama qui sont expédiés en Allemagne pour des études soi-disant scientifiques, etc. Voilà le même Christian Fetscher, euh, voilà, un exemple même de ces savants-là. Et voilà les restes que l'on trouve notamment à l'hôpital de la Charité à Berlin, avec des crânes, naturellement, qui sont référencés uniquement par des numéros, naturellement, sans qu'on puisse savoir l'identité des personnes assassinées dans le cadre de... Voilà. Et donc, en l'absence de matériel colonial, les disciples de Fischer en viendront à privilégier leurs recherches, on le sait, sur les enfants bâtards judéo-allemands et tziganes, ainsi que sur les jumeaux, comme on le sait, etc. Voilà, alors pour terminer, j'espère que j'ai pas été trop long. Laissez-moi voir ça. Bon, ça va. Non, non, Euh, ça va. Ça va. alors finalement, donc en juillet 2015, on aurait pu croire qu'en 1904, finalement l'Allemagne allait reconnaître après 100 ans, et l'Allemagne ne l'a pas fait, de manière assez étonnante. C'est vrai que c'était peut-être pas évident pour les Allemands de reconnaître le génocide des héros dans la mesure où ils sont responsables de la Shoah, qu'ils sont quand même en amont du génocide des Tutsis, qu'ils ont été l'allié des Turcs, des jeunes Turcs dans le cadre du génocide des Arméniens. Et donc il a fallu un certain temps pour que l'Allemagne accepte ses responsabilités. En 2015, il y a eu une motion, mais au Bundestag et pas au gouvernement. Et je vous lis, le Parlement allemand se souvient des atrocités commises par les troupes coloniales de l'Empire allemand dans son ancienne colonie du sud-ouest africain et entend honorer la mémoire des victimes de massacres, d'expulsions, d'expropriations, de travail forcé, de viol, d'expérimentation médicale, de déportation et d'enfermement inhumain dans des camps de concentration. La guerre d'extermination menée par les troupes coloniales allemandes entre les années 1904 et 1908 a entraîné la mort de 80% du peuple héros, de plus de la moitié du peuple nama et d'une large partie des groupes ethniques d'Amara et San. Et donc on voit quand même le pas qu'a fait l'Allemagne, même si le mot génocide n'apparaît pas encore. Alors finalement,
En 2015, l'Allemagne, on dit qu'elle a reconnu le génocide des héros, mais c'est pas vraiment l'Allemagne, puisque à l'époque, Merkel ne l'a pas encore véritablement, effectivement reconnu, mais quand même, on s'achemine vers une reconnaissance. Et finalement, on réussit en 2016 à finalement à créer un monument à Windhoek, un monument qui rappelle effectivement, voilà un détail de ce monument, hein, etc., qui souligne bien évidemment les massacres commis à l'encontre du peuple héréro, avec effectivement même à Brême, dans comment dire, un jardin qui était à l'origine un jardin qui célébrait le communisme en Allemagne, avec cette fois-ci la pose d'un monument anticolonial. Donc il y a, et c'est seulement en mai 2021, donc il y a relativement peu de temps, mais quand même, que officiellement le gouvernement, cette fois-ci allemand, et pas seulement son parlement, a reconnu donc le génocide des héros et des namas, etc. Alors, toute la question maintenant qui se pose, c'est la question des réparations, qui est une question qui est très importante. Mais quand bien même l'Allemagne n'avait pas officiellement reconnu le génocide des héros, il faut noter quand même que, comme par hasard, la Namibie est depuis une vingtaine d'années le premier bénéficiaire de l'aide à la coopération allemande. Et ce n'est pas naturellement sans explication. C'est-à-dire, on ne reconnaît pas ce que l'on sait, évidemment, pertinemment bien. Et en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que pour les Allemands, il y a bien eu génocide des héros et la question est close. On espère que le gouvernement turc arrivera aux mêmes conclusions en ce qui concerne le génocide, à la fois des Arméniens, mais aussi des Araméens et des Grecs pontiques. Je vous remercie. Merci Euh, beaucoup, Joël. C'est absolument passionnant, important. J'ai parlé vite, hein? Oui, mais c'était très clair, très pédagogique. Et puis voilà, je pense qu'on retient. En tout cas, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Je trouve, il n'y a pas de mémorial. Enfin, le mémorial de la Shoah en parle. Je vois, mais est-ce qu'en Namibie, il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a est-ce que on a inscrit ce non. génocide en Namibie? Oui, bien sûr, aujourd'hui, évidemment, par la force des choses. Est-ce qu'il y a un jour de commémoration, par exemple? Ah, c'est une bonne question à laquelle je ne peux pas répondre. Mais de toute façon, c'est bien Mm, sûr, c'est reconnu. Alors, ça n'a pas été reconnu facilement non plus, parce qu'il faut savoir, c'est que les héros, qui étaient la principale minorité, avec les Namas qui constituaient la majorité, ne le sont plus aujourd'hui. Donc, les autres mm, ethnies considéraient effectivement, n'étaient pas forcément partisans d'une relation spéciale entre l'Allemagne et les héros, de peur qu'ils ne constituent effectivement, par de l'apport financier, qu'ils ne puissent voilà, concurrencer mm, l'ethnie Ovambo qui aujourd'hui est majoritaire. Mais bien évidemment, aujourd'hui, c'est officiellement reconnu. Il y a même eu des demandes de rapatriement, notamment des squelettes, hein, et mm, des crânes. Bien évidemment, il y a des, comment dire, des séances de restitution extrêmement émouvantes qui sont mm. organisées par l'État namibien. Oui, oui, bien évidemment. Mais il y a D'accord, toujours la statue, si je me souviens bien, de Von Trotta à Windhoek, de manière assez d'accord. évidente. Mais Mm, et il y a toujours des négationnistes, parce que le problème, c'est que mm. les descendants des colons allemands qui ont reçu les terres des Oui, héros sont toujours là. Donc l'économie d'accord. namibienne est toujours dirigée par des Allemands, Mm. en grande partie en tout cas. Bon, on va laisser la parole à Yann, Jean, Régine. Je ne sais pas qui d'entre vous trois souhaite intervenir. Vas-y, Régine, vas-y, parce que moi, je vais Bonjour, être un peu long avec Joël. bonjour Joël. Non, je ne vais pas être longue. J'ai deux questions, moi, parce que là, quand tu nous as lu, Joël, toutes les Ouais, déclarations du ouais, ouais. général et tout, j'ai été frappée de la franchise et du fait que c'était écrit noir sur blanc. Ouais. Or, on Mm, sait, par exemple, pour les nazis, que une partie du génocide, c'est aussi en temps réel camoufler, euphémiser les directives. Or là, tu nous as lu des directives extrêmement claires. Une directive, le Vernichtungsbefehl, qui est adressé aux héros. Oui, C'est un mais, ordre qui leur est adressé, bien sûr. Mais le reste, c'est dans les carnets, oui, hein, mais c'est même dans des dans les lettres cas, officielles, c'est dans les archives. mais il y a Donc, c'est quand pas même officiel. quelque chose moi, je trouve contraste avec, avec ce qu'on sait, par exemple, de la Shoah. Alors, c'était pas les mêmes? Est-ce qu'ils n'avaient pas encore C'est un peuple l'habitude de africain aussi. camoufler? Comment? C'est un peuple africain sur lequel on Oui, a des droits, mais il y a oui, seulement le Vernichtungsbefehl, parce que oui, on a le fameux discours d'Himmler. oui, On a deux oui, discours d'Himmler à oui, Posen, où il dit la oui. même chose, mais ce sont des discours qui sont adressés à qui? Aux dignitaires. Parfait. Et Mais on là, en parle comme d'une oui, rareté. C'est-à-dire, oui, mais là voilà. aussi, c'est dans les archives, c'est des historiens allemands
qui Mm. ont découvert. Mais c'est vrai qu'il y a un discours nationaliste. Par exemple, le discours de Horbach, oui, c'est le discours qu'ont les colonialistes C'est-à-dire français, avec belges. une meilleure conscience Oui, du bien sûr. français. J'ai Au nom du l'impression bien, que on connaît ça. Au nom oui, du bien, mais du oui, bien des voilà. Blancs et de l'humanité. Alors une autre question, Joël, puisque c'était très clair et passionnant, est-ce que dans les livres d'histoire, est-ce que les jeunes Allemands apprennent le Je pense, génocide oui, bien sûr des qu'il. héros? Est-ce que ça fait partie de leur éducation, des cours d'histoire? Écoute, c'est une très bonne histoire. Je pense que oui, bien évidemment. Oui, mais c'est une bonne question. Je devrais Et me renseigner un peu là, plus ça sur voudrait ça. dire, Très, très bon, bonne question. Mais à partir du moment où le gouvernement l'a accepté, oui, c'est rentré dans les manuels d'histoire. Voilà, mhm. cette chose. Mais c'est vrai que ça a mis plus d'un siècle et davantage, puisqu'il a fallu pratiquement 120 ans pour que l'Allemagne reconnaisse Comme officiellement. tu dis, ça faisait beaucoup sur l'Allemagne, hein, parce que s'ils Effectivement. estimaient leur participation, enfin leur aide aux Turcs, les héros et la Shoah, ça faisait Et déjà même les beaucoup. Tutsis, c'est la Oui, colonisation allemande a commencé oui, au Rwanda oui, et au Burundi. Ce sont oui, mais aussi les enfin, c'est les Tutsis, hein. Belges, excuse-moi, mais c'est quand même les Belges qui ont donné le coup Oui, de grâce oui, avec leur carte et avec la façon de monter, de oui. s'appuyer sur les uns puis sur les autres. Les Ah, mais Allemands, les Allemands c'était des aussi, hein. bons. Les Allemands aussi. L'histoire des Tutsis qui sont des nègres blancs, ça vient aussi Oui, des Allemands. oui, c'est les Allemands, mais là, c'est Tout à dans fait. le droit fil de ce que tu racontes sur leur Oui, façon de tout à fait. considérer Oui, oui, tout à fait. Unmensch et les Le héros. Belge, exactement. Euh, Et les Hutus à oui, l'origine. oui, Comment on dit, les Tois, qui oui. étaient, Mais les toits, voilà. ils les ont pas tellement pris en. Ils s'en Mais un sont peu pas les tellement. pygmées, des êtres plus proches des animaux que des humains. Oui, mais du coup, mais oui, mais quand même, ils se sont pas attachés à les faire éliminer. Enfin, c'était pas intéressant. Oui, les blancs avec la peau noire, ça, Mm. c'était très clair, mais c'est dans le droit fil de ce que tu dis. À propos de où est-ce que c'est, ben vous êtes tous, toi et on était même ensemble, au mémorial d'Ikisozi à Kigali, ça commence, il y a tout, ça commence par le génocide des héros. Mhm. Simplement, ils viennent de faire quelque chose d'épouvantable, c'est qu'ils ont enlevé Ah oui. la mention génocide des Arméniens parce que les Turcs, qui Ah veulent là. construire des choses et ils en avaient besoin, ont exigé Exact. qu'on enlève ça. Donc, j'aimerais bien voir d'ailleurs, parce qu'on fait un. Mais ça commence par les héros, c'est-à-dire. Oui, et ça fait 10 ans que c'est enlevé, je pense, la référence au Déjà, génocide, pratiquement. ah bon, Oh, je- c'est terrible, le mur blanc, c'est épouvantable. Enfin, Mm. épouvantable. j'ai cédé à ce chantage pour qu'on leur construise une ou deux tours, c'est effroyable. Mm. Moi, ça m'a beaucoup choqué. Mhm. Mais Bon, comme le soutien d'Israël à l'Azerbaïdjan, si je peux me permettre. oui, mais alors j'ai répondu, on était le week-end dernier chez une Arménienne connue qui s'appelle Janine Altounian, si tu connais son nom, Mm. traductrice de Freud, et on était avec un autre ami arménien, et ils nous ont dit, parce qu'on a parlé d'Israël, mais enfin quand même, et on leur a répondu qu'ils sont proches de l'Iran. C'est pas non plus merveilleux, c'est de la réelle politique, l'Iran qui veut détruire Israël. Eux, ils font une alliance avec l'Iran Ah qui oui. les arrange face à l'Azerbaïdjan. Alors là, c'est kiff-kiff, hein. C'est pas beau ni d'un côté ni de Mm. l'autre. Voilà, voilà ce que nous, on a répondu. Nous, Ok. c'est Meir et moi. Et Mhm. là, Mm. ils n'ont pas trop rien dit, parce que c'est vrai que Israël et l'Azerbaïdjan, et Israël qui ne reconnaît pas encore, Le génocide, parce qu'il voulait faire ami-ami avec la Turquie, Mm. qui, du point de absolument. vue géopolitique, était à peu près le seul pays avec lequel il pouvait, c'est pas Oui, brillant en oui, ce très moment, juste. Oui, oui. mais bon, on est dans la réelle politique, hein. Exact. Oui, Mm. oui, on est d'accord. Voilà. Enfin, je Mais c'est répète triste. Mm. très, c'est même révoltant, mais si le Rwanda peut s'incliner et supprimer la mention du génocide arménien, On est Ouais. alors d'accord on fait là-dessus. tout, quoi. Je savais pas que Mm. c'était étudiant. Mm. Merci. Si j'ai d'autres, j'aurai sûrement d'autres idées, mais merci, c'est d'une clarté Oui, tout à fait. limpide et enfin, c'est très clair, quoi. Ce que tu dis, J'espère. Merci en ah Terriblement tout cas. oui, clair. très très clair. Merci. Mm. J'avais quelques questions factuelles. Je ne sais pas si on Oui, m'entend Jean. correctement. Ouais. Oui, Euh, oui, on t'entend.
L'ordre d'extermination, il émane de qui et il s'adresse à qui comme texte? Alors, c'est un texte qui émane du général von Trotta et qui s'adresse à la population en disant fuyez ou vous allez être exterminés. D'accord. Et c'est écrit, si je peux me permettre, en petit nègre. Moi, général en chef, Ah, Mhm. vous avez tué, vous avez Ah coupé oui. des nez. Donc, on donc voit c'est un texte public, public. mais qui n'est pas à usage interne, qui est à Non, non, là, c'est usage public. de la population. Là, c'est public, effectivement. D'accord. C'est une manière de Et ça dire. s'appelle. En fait, ce qu'on pourrait dire, la valise ou le cercueil. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Voilà, c'est Mais ça. C'est le camp ou... La valise ou le cercueil, ce que disent certains islamistes aux Israéliens, en fait. Mhm. mais ça s'appelle vraiment Bethel, parce que c'est un ordre, ça. Oui, Et Befehl, Vernichtungsbefehl. c'est bien ordre D'accord. d'extermination. Ok. Ouais. Autre question, quelles étaient les autres ethnies présentes en Namibie à ce moment-là, en 1904? Bon, il y en a d'autres. Les Ovambo, par exemple, qui sont aujourd'hui l'ethnie majoritaire, etc. Donc, les Damara, il y en a d'autres, hein, si vous voulez. Mais disons que 50% de la population est constituée des Herero et des Nama, et les Herero, surtout, sont sur les terres cultivables. Hmm. D'accord. C'était ma question. Pourquoi les Herero et les Nama Parce plutôt que les autres ils sont ethnies? sur les terres cultivables où les Allemands veulent construire des fermes. Hmm. Ok. Vous posez les Euh, bonnes questions compliquées, là. non, Oui, mais oui, Ouais. j'étais pas coincé. Mm, mm. Mhm. Joël, je peux? Toi, tu peux, mon fils. Bon, merci beaucoup. J'ai deux remarques essentielles, après j'aurai des petites questions, mais tu sais, Joël, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble et qu'on retravaille et on va retravailler ensemble. Je cite souvent ton postulat dans les conférences que je fais sur la notion de génocide en expliquant que la doctrine s'entend de façon unanime sur trois génocides et puis que certains historiens, dont toi, je te cite, je cite ton nom, travaillent sur le génocide, de ce qu'ils appellent le génocide des héros des Damas et qu'ils essayent d'en démontrer euh, la pertinence, en tout cas de la qualification de génocide. Et quand on me pose la question, je dis qu'en tant que juriste, moi, je ne sais pas, je suis pas assez documenté. Et c'est pour Mhm. ça que j'étais très, très intéressé par ce que tu as expliqué ici, mais j'ai noté plusieurs choses qui me semblent euh, contradictoires, pour une fois, avec la notion de génocide, justement, contrairement à ce que Ok. tu expliques d'habitude. Alors, tu as pourtant pris soin, en introduisant le propos, de parler du groupe ciblé, euh, Oui, en oui. disant qu'il était automatiquement ciblé as such, hein, pour reprendre les termes comme tel, nous dit la Convention. Or, j'ai noté d'autres buts au fur et à mesure de ton exposé. Créer une terre blanche. À l'instant, tu viens de dire construire, ou récupérer, construire des fermes, récupérer du territoire, donc éliminer un ennemi. L'extrait de Fantrota, c'est ils doivent partir ou mourir, Oui, etc. Donc, autant d'éléments qui montrent que le but n'est pas la destruction comme telle, mais la destruction en tant que gêne vis-à-vis d'un autre but. Et tu sais comme moi que quand le mobile essentiel n'est pas la destruction du groupe comme tel, mais la destruction du groupe pour un mobile, on va dire, stratégique, économique, territorial, dans ce cas-là, on n'est pas dans le génocide. Tu cites aussi le rapport Whittaker de 85, il est précédé du rapport Ouachem-Kiko de 78. Les deux sont extrêmement explicites sur cette question et ils nous disent qu'évidemment, on ne connaît aucun génocide dont le mobile soit exclusivement la volonté de détruire. On a capté par exemple les richesses des Juifs, donc il y avait aussi un mobile économique. Mais c'est le mobile essentiel qui est déterminant. Et autant j'ai été passionné par ton discours, parce que j'apprends plein de choses sur ce sujet que tu connais, autant cette fois-ci, tu ne m'as pas convaincu de l'existence du mobile génocidaire. Hmm. mais non, mais détrompe-toi, détrompe-toi de la même manière. Tu pourras leur accuser, les Turcs aussi, tout simplement, officiellement, les Turcs, c'était aussi de C'est prendre, pas d'accaparer, l'officialité, attends, c'est pas l'officialité. d'accaparer les terres arméniennes, etc., ou de les protéger de la guerre, etc. Et ce qu'il y a, c'est les conséquences sont telles que, et l'ordre d'extermination est clair, c'est-à-dire que, et d'ailleurs, quand on voit ce que raconte dans la correspondance de von Trotta à von Schlieffen, il dit bien que l'idée, c'est de transformer une guerre coloniale en guerre raciale et de détruire. Il parle de destruction de l'ethnie des héros, il en parle. Et donc, Mais c'est bien le mobile là. Mais quand que, il dit, et ça,
et que le mobile d'accaparement des terres, c'est le mobile des colonialistes allemands et plutôt des colonialistes politiques qui, eux, entendent effectivement prendre les terres sans pour autant les exterminer. Vient, Mhm. surgit dans cet univers-là, généralement, qui est pénétré des théories racialistes et qui, lui, décide de transformer une guerre qui serait, il faut bien comprendre que la notion de réserve et la notion d'accaparement des terres, elle est antérieure, effectivement. Donc, ça aurait pu conduire à autre chose, ça aurait pu conduire à une épuration ethnique. Mais justement, von Trotta va totalement inverser le menu du problème et va transformer ce qui aurait pu être, encore une fois, une politique d'ethnocide, une politique d'épuration ethnique, en Ouais. politique d'extermination raciale. Et là, c'est très clairement, ça ressort très clairement des archives. Et c'est Tu en veux ça que dire, je veux dire tu veux qu'il y a dire une qu'il grande y a une différence. évolution, Une une évolution rupture, de je la dirais. politique criminelle? Une rupture. D'accord. À mon avis, Pourtant, c'est une alors, le rupture. 6 octobre 2004, j'ai noté ce que tu Oui, as, oui, la diapo, hein, ils doivent partir ou mourir. Tu te oui, on rappelles est d'accord ton, là-dessus. ton propos sur la Bosnie quand tu disais va-t'en hors de ma terre où il n'y a plus de place pour toi sur terre, c'est la Oui, tout à différence? fait, tu as Oui. raison. Oui, la seule différence, c'est que s'ils partent, ils partent vers des territoires où ils n'ont aucune chance de survie, un peu comme le désert comme le D'accord, désert d'accord, syrien et d'accord. turc. Je veux dire, puisqu'on a, comment dire, empoisonné les puits. Oui, Mhm. ouais. Mm. Je veux dire, voilà, c'est-à-dire, c'est bien évidemment qu'il le dit, vous devez la valise ou le cercueil. Mais ça veut dire c'est la valise, mais sans espoir. Parce qu'on tue les hommes arméniens, les femmes ne sont pas tuées comme telles. Elles meurent, bon, elles sont souvent égorgées, mais sinon elles meurent avec leurs enfants au cours de pérénigration jusqu'au désert Oui, et bien des sûr, résorts, bien sûr. etc. Donc ça se rapproche. Alors c'est peut-être pas aussi pur que le génocide des nazis, on est d'accord Mm. là-dessus, hein. Je dis encore une fois, moi-même le fait, valise ou cercueil, c'est pas encore totalement la même chose. Mais ce qu'il faut bien se rappeler, c'est que dans un premier temps, les nazis ont laissé aux juifs la possibilité de partir aussi. Ce n'est Bien qu'en sûr. 41 que l'on interdit l'immigration des La juifs. solution Ouais. finale, c'est entre août 41 et janvier Exact. 42. Hein. Voilà, exact. Oui. On est Avant ça, on n'y est d'accord. pas. On n'est Oui, pas dans le génocide. Il y a exactement. un million de juifs qui meurent avant le Oui. génocide. Donc, je pense qu'il y a une rupture de... Oui, tu as raison, bien sûr. Alors, la On est question qui se d'accord. poserait en cas de procès, aujourd'hui, là, ça serait un peu fictif, mais alors, ça, c'est ton prisme d'historien qui consiste à voir les choses dans leur globalité. Et moi, je me dis qu'un jour, si on était confronté à l'auteur de ces actes devant une juridiction, il faudrait qu'on détermine si les éléments sont présents ou pas. Oui. Et on devrait donc démontrer cette évolution et trouver Mm. une date césure, comme le 7 avril 94, par exemple. Moi, je dirais que c'est le Vernichtungsbefehl voilà. D'accord. La nation Herero doit périr. La nation Herero doit périr. Ok. Et personne ne dit que la nation bosniaque doit périr. La nation Herero doit périr. Oui, oui, j'entends bien. Mais c'est ça, je pense. Et j'ai Et- une deuxième remarque, Joël. ouais. Euh, et là, on va être en désaccord, c'est que dans l'introduction, tu as dit c'est le génocide, finalement, c'est le pire des crimes contre Oui. l'humanité, parce qu'il est volontaire, prémédité et systématique, entre autres. Tu sais bien, enfin, moi, on en a parlé plusieurs fois, pas de différence, pour nous, aucune différence de gravité, il n'y en a pas un qui est pire quand une victime meurt. En fait, c'est parce que toi, tu as une vision, comme tout historien, une vision globale, et nous, on a une vision individualiste en tant que juriste, et on regarde un acte. Et quelqu'un qui meurt, bah, quand il meurt d'un accident de voiture ou d'un meurtre ou d'un génocide, finalement, la victime est morte et ça ne change pas. Nous, on qualifie finalement. Euh, donc, il n'y Mais a pas de on va pas grave. condamner on va pas condamner de la même manière. Alors, Un crime auteur contre l'humanité, d'homicide, la peine ne va pas du tout être fonction de la qualification choisie, elle va être fonction du comportement de l'accusé. J'ai des cas de personnes condamnées pour crimes contre l'humanité à zéro. Zéro parce qu'ils ont montré qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu pour y résister et qu'ils nous ont été entraînés à leur corps défendant dans le crime contre l'humanité. ok. J'ai des cas de crimes de guerre où les gens sont condamnés à perpétuité, génocide à 10 ans. C'est très variable. C'est vraiment, Mm. et la peine ne traduit jamais la gravité du crime, mais la gravité du comportement. Mm. Et voilà. Et donc, ah oui, et tu concluais en disant donc volontaire, prémédité et systématique. On peut aussi le dire pour le crime contre l'humanité. Oui, mais c'est beaucoup plus systématique, bien sûr, mais c'est très proche. Pour moi, c'est pour ça que je tiens le crime des génocides comme le pire des crimes contre l'humanité. Pour Le moi, il y a plus une abouti, tu veux hiérarchisation. dire. Pour moi, il y a une hiérarchisation. Et encore une fois, c'est ce que j'essaie d'expliquer que il y a quand même une différence de degré, excuse-moi, entre De le crime degré, des oui, génocides qui bien sûr emporte qu'il y a une différence de degré. 80% effectivement des gens d'une population, et puis ce qui se passe effectivement dont on déplore les morts civiles à Gaza, on est à 2 à 3%. On voit bien que l'intention n'est pas la même, etc.
c'est tout. En Mais fait, le pourcentage de victimes dans une population n'est pas un élément du crime, mais une preuve, une preuve. un élément probant. Euh, Exact. c'est Oui, très d'accord. différent. Oui, Parce oui, qu'il pourrait y avoir un génocide avec 2% d'une population qui décède oui. si les criminels sont incompétents ou si on les arrête à temps. Attends, tout à fait, on est d'accord là-dessus. Mm. Mais t'es un vrai juriste. Mais l'élément chiffré est très pertinent. Il n'est pas définitif, il est pertinent. Ouais. Oui, on est d'accord. Et ça nous amène sur le terrain, alors ça sera sur le terrain des réparations dont tu as parlé, parce que ça, nous on l'évoque beaucoup. On a essayé avec une prof de droit international privé, cette fois, on parle de mettre en place un tribunal, une juridiction arbitrale, une commission, on ne sait pas encore, avec le gouvernement turc au sujet des réparations, mais à condition que ne soit pas abordée la question de la qualification des massacres des Arméniens. Et dans ce cas-là, on pourrait s'intéresser enfin aux restitutions des actifs en déshérence qui se trouvent Allez. dans les différentes compagnies bancaires ou d'assurance, encore aujourd'hui, hein. Mais Ouais. la réparation est donc distincte de la qualification. À nouveau, la réparation, c'est toujours du civil. Enfin, ça ressemble à ce que nous, on voit en civil. Et la qualification, c'est du pénal. Et on apprend souvent, nous, on se rend compte qu'il est plus facile de traiter des cas de réparation lorsqu'on ne traite pas des cas de qualification. Lorsqu'on, et on, Oui. Ne pas attendre du gouvernement turc une reconnaissance du génocide des Arméniens facilitera peut-être la solution euh, des réparations qui sont dues encore aujourd'hui, hein. Il y a encore des maisons, des biens immobiliers qui ont été confisqués et qui pourraient être restitués, par exemple. Mais Il y a qui des serait choses. restitué à qui? Comment? À Restituer qui? à qui? C'est une Il n'y a pas question. de survivants. Aux descendants des familles spoliées, pourquoi pas, il peut y en exister. Il y a des gens qui peuvent établir une généalogie avec Ouais. un droit à l'héritage, un droit de succession. Oui, mais enfin, ils sont très peu nombreux. Très bien. À Et partir du alors, moment où il y a... ils ont le droit quand même. Oui, bien sûr. Oui, c'est bien. Mais C'est le genre de choses, Il y a c'est le même genre de choses qu'on peut envisager. Il y a même des enquêtes en ce moment, hein. J'habite à Arnaudville, qui est une grosse communauté arménienne, et justement, il y a des enquêtes pour déterminer des ayants droit Mhm. en ce moment même, donc sur la commune. Donc, il y a effectivement cette recherche qui est faite. Mais est-ce que Oui, sur elle ne le va plan toucher que des familles, symbolique, mais symboliques, mais sur Régine, oui, mais évidemment. parce que Ah oui, symboliquement, bah oui. je veux dire, ça n'apaisera pas les Arméniens qui Exact. attendent depuis beaucoup d'années la reconnaissance du Oui, génocide. bien sûr. Et je comprends ce que tu dis, Yann, c'est-à-dire on peut contourner si on ne leur demande pas de reconnaître, ils sont peut-être prêts à payer, en gros, c'est ce que tu dis. C'est pas exactement ce que je dis, mais je peux y revenir. Ce que je dis, c'est que ce sont deux choses différentes. C'est Oui, totalement mais différent. tu C'est dis ce plutôt serait ça que je peut-être dis. plus facile d'obtenir sans passer par la reconnaissance, mais moi je me dis comment les, les- la communauté arménienne, comment les Arméniens se sentiront si on... Je voudrais poser à tout le monde une question ici qui est assez simple, que je pose souvent quand on me fait ce genre de réflexion dans mes interventions. C'est est-ce que vous auriez l'idée, n'importe lequel d'entre vous, de demander la reconnaissance de la Shoah comme génocide? Bah pourquoi pas? Je veux dire ta question. Ben, au même titre que la reconnaissance du massacre des Arméniens, il n'y a pas eu de verdict de génocide pour la Shoah. Et Non, mais il y a pourtant, mais il y a... personne ne doute du caractère génocidaire Non, de la Shoah. non. On ne demande pas la reconnaissance à quiconque aujourd'hui. On ne Non, mais demande pas. l'Allemagne, Yann, a reconnu, l'Allemagne a reconnu. Les héros voulaient absolument que l'Allemagne reconnaisse le génocide de Ouais, 1904. Donc il y a quand même voilà. une des prises de position. La France a reconnu la participation de l'État Mm. français en C'est pas la même 91. chose, Joël. La Alors, responsabilité et la qualification de génocide. ok, mais c'est ce qu'on La France attend. n'a justement Ok. pas employé le mot génocide, et pire encore, Mm. notre législation jusqu'en 1994 empêchait tout Français d'être coupable de crimes ne serait-ce que de crimes contre l'humanité. Papon ou Touvier ont été condamnés pour complicité. C'était une Mhm. manière de contourner la Mhm. responsabilité de la France. C'est le Conseil d'État c'est seulement le Conseil d'État qui s'est opposé à la Cour de cassation en disant que le gouvernement français devait partager avec Papon la réparation à laquelle il était condamné. Ce qui était pour la Cour de cassation une façon de dire Papon l'a fait tout seul, et pour le Conseil d'État, non, la France a participé. Il l'a fait grâce aux institutions françaises. C'est pas si simple, hein, c'est pas ce que fait Chirac en 95, c'est formidable,
Mais avant le nouveau code pénal de 94, je vous répète qu'on a eu beaucoup de procès. On a même eu des procès dans les mouvements, dans les guerres décoloniales, hein, Algérie ou Indochine, où les juges disent ça ne peut pas être ne serait-ce que crime contre l'humanité, parce qu'un crime contre l'humanité, c'est un crime commis par les forces de l'Axe entre 39 et 45. Le crime contre l'humanité était limité à cette période et aux forces de l'Axe. Aucun Français ne pouvait être responsable de crime contre l'humanité. C'était on va dire un oxymore juridique. C'était une contradiction légale. Vous vous rendez compte de ça? Donc, il y a toujours un immense gap entre ce qu'on attend ou ce qui reste dans notre inconscient collectif. On se dit, oui, la Shoah, c'est un génocide, évidemment, et personne ne le conteste, mais notre gouvernement ne l'a pas dit. Mhm. Et aucun tribunal ne l'a dit. Et on n'aurait pas idée de demander à notre gouvernement de le dire, parce que c'est une évidence. Et moi, je me dis que parfois, pour le génocide des Arméniens, dont je ne doute pas, euh, j'ai peur, moi j'ai peur, c'est un mot un peu grossier, mais en demandant au gouvernement turc de se prononcer aussi, de façon aussi claire, qu'on lui donne trop de pouvoir finalement. Parce que j'ai pas de doute sur l'existence du génocide. Mais ce n'est pas une question de doute, c'est une question tout simplement qu'on attend que l'État, l'État génocidaire, l'État criminel reconnaisse ses fautes. Ça n'a rien à voir. C'est pas pour la Bien qualification, c'est sûr, une bien sûr. responsabilité, tout simplement, au regard de l'histoire. C'est pas pour le droit. Les Arméniens sont en droit, effectivement, d'attendre ça. Comme finalement la Belgique s'est Une- excusée, ou les États-Unis pour le génocide des Tutsis. Mhm. On attend des excuses, des fondamentalement. excuses, tout à fait. Voilà. Des Alors, excuses ou des qualifications. C'est toute la discussion que j'ai Oui, je suis maintenant. d'accord avec toi. Oui. C'est la Là où discussion entre un juriste, toi tu un parles et tu historien. éclaires sur le plan juridique, Mm, et un historien, un psychologue, un mm. sociologue, Mhm, un mhm. Tout le linguiste, reste. c'est-à-dire ben, tout le reste. Mais Mm. c'est vrai que tu nous mets dans Mm. une straight jacket parce que tu as des arguments voilà, Implacable. comparables, tu nous sors le droit, nous on ne connaît pas, tu dis voilà l'article machin, Mm. voilà, et on a la tête qui tourne et on dit ah oui, et en fait, oui, tu arrives à nous embobiner, mais en fait, Oui. Absolument. Oh, bah, c'est sympa. Tu nous ben oui, embobines. oui, ben, je me dis, il a raison, il dit ça, Oui, c'est c'est ça. ça, c'est pas ça. Moi, Oui, je mais si vous m'écrase, je ne écoutez connais un pas autre le juriste, il droit. va dire le contraire. Comment? On peut toujours écouter un autre juriste qui va dire le Non, contraire. mais non, Avec parce que j'aime bien ta façon d'expliquer Oui. et tu es un ami, donc je ne vais pas chercher un autre juriste. Mais nous, en face, nous les Oui, autres, c'est ça. les Hmm. sciences humaines, Exactement. on a d'autres façons Mm. de raisonner et de chercher. D'autant plus, Régine, qu'aujourd'hui, il y a des juristes qui poussent à ce que Israël soit accusé de génocide en Toulouse. Oui, ah ben ça, Il y a des Exactement. juristes, hein, Yann. Exactement. Malheureusement, et parmi ceux-là, des collègues que je juge intelligents, et ça me désespère. Mm. Parce que ben, il y a Amnesty qui a encore sorti ça. Comment? Ouais. Amnesty hier, ou bon, Amnesty. Amnesty, Oui, c'est du Royaume-Uni. je parle plutôt de collègues profs de droit qui Oui, écrivent, oui. Oui. qui sont plutôt compétents d'habitude et Mm. qui me désespèrent dans leurs propos parce les propos sont juridiquement pas très convaincants et je suis toujours sur ce qui les pousse à vouloir. C'est totalement contre-intuitif d'un point de vue juridique de vouloir une qualification. On doit analyser et après aboutir à une qualification, pas raisonner par la qualification et démontrer. Mais oui, mais il cède à l'esprit du temps. Mhm. Mhm. Étant juriste, ça protège pas Ah de oui, l'esprit du temps qui absolument. crève d'envie depuis longtemps. Et Dieu sait que Céline Ah oui. sait, je ne suis pas là pour défendre ni Netanyahou, ni les horreurs que fait. C'est- Alors là, Oui. vraiment, je ne suis pas passionnée de ça. Je le On t'a pas redis besoin parce de te que justifier, t'inquiète non, pas, mais Régine. non, T'as mais je aucun voudrais besoin. pas. Non, non, Mais mais le besoin quand même, cette chose qui est de faire de la victime qui a cloué le bec, parce que quand même pendant des années, on n'a pas osé dire quoi que ce soit, mm, vu l'immensité du crime. Alors là, maintenant, faire un retournement, c'est esthétiquement même mais oui. séduisant. Donc tes Mm, collègues, ils doivent être complètement pris, même s'ils sont des gens intelligents et qui connaissent le mm. droit. Je pense qu'il y a des inconscients et des choses, et ils sont Torsion. trop heureux de Mhm. retourner la médaille, quoi, et de dire, ben Mm, voilà, les Ouais. bourreaux d'hier, les Ouais. génocidés deviennent des génocidaires. C'est mm. tellement simple, et les gens aiment les choses simples. Je crois qu'il y a Euh, Jean qui voulait intervenir là depuis tout à l'heure, et puis après il y a Monsieur Fried, Et, Ah, il Marc y a qui Marc voulait Fried intervenir. d'abord. Marc Ah, Fried et d'abord. Marc Fried, hein, oui. Ouais. Bonjour, vous m'entendez?
Oui, 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 Oui. oui. Merci pour cette conférence passionnante. Une question concernant les héros. Je crois avoir lu que la natalité s'est effondrée chez les survivants des héros. Est-ce que on en connaît les raisons précisément? Bah, c'est un peuple qui a été dépossédé de ses terres, notamment. Donc, Ouais. à partir du moment où il y a, à partir de 1908, en fait, tout se termine après la défaite allemande en 1918. Et le problème, c'est que la Namibie n'est pas indépendante, elle est quasiment annexée par l'Afrique du Sud qui va imposer ses lois raciales, etc. Donc, ça devient comment Mhm. dire, une possession de l'État sud-africain et les héros ne récupèrent pas leurs terres. Donc, ils deviennent en quelque sorte voilà, des parias sur. Voilà, et jusqu'à aujourd'hui, ils essayent de récupérer une partie des terres dont ils ont été dépossédés. Et bien sûr, les descendants des colons allemands n'entendent pas céder leurs terres. Et puis bon, on peut le comprendre aussi, hein. Je veux dire, ce Mhm. sont des populations, encore une fois, qui étaient des pastorales et qui ne l'est plus. Alors maintenant, il y a une petite reconstruction, et notamment grâce, on l'espère, avec la contribution allemande et les réparations allemandes. Mhm. Alors j'aurais une autre question concernant von Trotta. Est-ce qu'il s'inscrivait de façon notoire dans un courant philosophique précis? Pan-germaniste, c'est le Oui, pan-germanisme, hein. je pensais à cela, bien. C'est l'expression Mais, même du pan-germanisme, comme le ouais, pasteur de Horbach, bien sûr. Oui, oui, ouais, oui. d'accord. Évidemment. Oui, Ouais. oui, oui, bien sûr. Et d'accord. Et c'est connu, Oui, bien sûr, il est connu. Bien sûr, revendiqué. il y Il avait des avait. rues von Trotta, il a été célébré par les nazis, etc. Et la plupart des rues maintenant sont débaptisées, mais il a fallu attendre les années 90-2000 pour débaptiser les rues von Trotta. Ouais. Et je crois Et qu'elles sont remplacées par des rues Maero. la question que je me pose, c'est si von Trotta a saisi l'occasion qui se présentait à lui de donner libre cours à ses pensées racialistes. Euh, Vraisemblablement au parti, oui, mais avec le soutien quand même du gouvernement allemand et de Guillaume II. Oui, il y a les deux, bien sûr. hmm. Il y a l'homme et il y a le système. Justement, il y a, Jean, oui. dans les textes que vous nous avez passés, je trouvais saisissant de voir que Von Trotta disait je. Oui, Euh, Ouais. C'était ce qui n'est pas du tout le ton d'un texte officiel, d'un texte oui, oui, d'État ou d'un texte même réglementaire. Il dit je. oui, Et je me demandais dans quelle mesure, justement, on n'avait pas eu affaire aussi à un potentat qui avait oui. excédé les recommandations des administrateurs coloniaux pour faire à sa sauce. Il y a les deux, mais encore une fois, il est soutenu politiquement par son gouvernement. Il a été envoyé par. Jusqu'à Oui, ce oui, qu'il bien soit sûr. lâché Oui, aussi. oui, oui, oui. j'ai Mais, une- mais le jeu, c'est dans les lettres ou dans son journal qu'il écrit ça. Hein, je c'est vais une sorte ajouter peut-être de justification. Jean Il ne cédera pas. Ah, pardon. Pardon, Joël, je t'ai coupé. Alors, il y avait une question de Vermeeren. C'était quoi la question? Attends, Joël, juste, je voudrais répondre à Jean aussi là-dessus. Dans une affaire du début des années 2000, le tribunal pour l'ex-Yougoslavie, c'est l'affaire Jeličić, nous parle de la possibilité d'un génocide organisé par un groupe très restreint de personnes ou une personne seule. C'est pas forcément un crime d'État, c'est tout le temps un crime d'État de fait, Mhm. mais ce ne l'est pas juridiquement. Et donc, on peut imaginer que Von Trotta, en tant qu'homme de pouvoir sur place, ait organisé le génocide et puisse dire je dans ses courriers. Dans ce cas-là, ça serait moins imputable peut-être au gouvernement allemand ou à l'État allemand, mais ça n'en demeure pas moins un génocide, si ça en est un par ailleurs. C'en est un. C'est toute la question de la responsabilité et, Exactement. quand on parle depuis tout à l'heure de reconnaissance du génocide, euh, la question est de savoir qui reconnaît quoi. Parce que enfin, c'est évident que le gouvernement ou l'État allemand d'aujourd'hui n'est pas celui de cette époque. C'est toujours le problème d'une reconnaissance historique. Il ne s'agit pas de crimes qui sont en cours ou dont les responsables sont encore vivants. Ce qui veut dire que le mot reconnaissance a un sens tout à fait différent. Il y a des pratiques sociales de la définition, il y a des pratiques textuelles, mais il y a aussi des pratiques politiques de la définition. Et définir ce qu'est une reconnaissance, justement, une reconnaissance au sens juridique, ce n'est pas une reconnaissance au sens reconnaître une vérité historique. Exact. Non, Et mais on ne si je parle peux pas. me permettre, par rapport au génocide, ce qu'il faut savoir, c'est que le génocide est d'une décision du gouvernement et sa révocation est d'une décision du gouvernement, puisqu'il a fallu convaincre Guillaume II
effectivement de revoir la politique du génocide. Donc on a von Schlieffen, comme je l'ai expliqué, von Bülow, ont dû convaincre Guillaume II, effectivement, d'arrêter le génocide. Et par la suite, il a donné l'ordre à von Trotha d'arrêter le génocide, ce que von Trotha a fait, il s'est exécuté. Donc c'est bien le gouvernement de Guillaume II qui est à l'origine du génocide, de cette décision-là. Une question. On a une question de Cassandre. Oui, Cassandre merci beaucoup. Lestini, Merci. Euh, doctorante. oui, alors vous me connaissez pas, je suis la doctorante de Martine Benoît, je suis germaniste, mais je suis également juriste. Alors pas pénaliste moi, mais je fais dans la théorie et la philosophie du droit. Et justement, moi, il y a toute une partie de ma recherche qui porte sur le Buffel et parce que vous réagissez beaucoup sur le Vernichtungsbefehl. Oui. Et en fait, ça n'est absolument pas normatif, ça n'a pas de valeur juridique, le Ok. Buffel. Mhm. Mais c'est ce qui permet justement à ce Buffel d'être aussi clair et direct. Et c'est ce qui permet idéologiquement de soutenir une volonté, une politique de l'État. Et ensuite, de permettre aussi à l'État, à l'instant T, de se dédouaner de ce qui aura été mis en place grâce à l'exécution du Buffel en question. Ok. Oui, mais ce qui est intéressant, ce que je vous ai lu, c'est qu'au-delà du mot, c'est le texte qui est important. C'est ce que contient le texte. Et le texte, c'est, voilà, la nation et héros doit périr, et je ne tolérerai aucune femme et enfant. C'est ça qui est Oui, intéressant oui, de mais trouver. sous le Et vous avez raison, nazisme, encore une fois. Moi, je suis historien. Et donc, moi, mhm, je me base sur des arguments historiques. mhm. Voilà. Et Ce qui permet Cassandre, de vous dire qu'il voulez y a dire génocide que... dans le cas des héros, dans le cas Ah, d'Achoua, dans le cas des Tutsis. C'est tout. Et pas dans d'autres cas. C'est tout. Et donc, je suis Oui, obligé, oui, moi, d'utiliser des textes qui ne sont pas des textes juridiques, mais qui sont les textes qui émanent des acteurs. non mais oui, juste, pardon. Mais je suis d'accord avec vous, Cassandre, hein. Cassandre, vous voulez dire que la nature normative du texte ne permet pas de l'imputer au gouvernement allemand? Non, je dirais pas ça, mais je dirais, par exemple, moi je travaille sur l'action T4, donc la politique d'euthanasie nazie, Mhm. qui a été fondée uniquement sur un Befehl signé par Hitler, une simple lettre à en-tête, dans laquelle il dit qu'il faut répertorier, classer, euh, euh, voilà, répertorier effectivement les personnes atteintes, hospitalisées, atteintes d'un, d'un handicap, qu'il soit physique ou mental et ensuite de leur accorder, les mots sont une mort miséricordieuse. Point, c'est tout. Ça tient en un seul paragraphe. C'est un Buffel qui a été donné à son médecin personnel et qui a ensuite été distribué dans tous les hôpitaux psychiatriques et de là a été mise en place la politique d'euthanasie. Donc, et en fait, ensuite, on a demandé en 41, on a demandé aux juristes, aux hauts représentants des juridictions allemandes, de se rendre à Berlin pour être mis. On les a informés de la mise en place de cette action T4 et on leur a demandé leur participation pour continuer de la couvrir. Et donc, il y a même certains juristes qui ont dit, bah, ce qu'on peut faire, nous, c'est rédiger des projets de loi qui donneraient toute, Légitime. toute Légitime. puissance à cette action T4. Et c'est Hitler lui-même qui a dit non, non, on ne va absolument pas légiférer l'action T4, on restera sur le Buffel parce que si ça reste un Buffel, on peut le cacher. Et parce que si on fait une loi s'il y a une norme légale qui donne, qui met en place cette action T4, alors la population sera mise au courant, les pays autour de nous seront mis au courant et on sera empêché dans cette action T4. Et donc, je pense que le Buffel, c'est une façon effectivement à l'État de soutenir une politique d'extermination tout en permettant de se dédouaner si, si des ayants droit des victimes, par exemple, Et dans les bêtes. viennent saisir des juridictions. Intéressant, ouais. Ce qui n'empêche pas qu'au-delà de ça, finalement, ça a été arrêté suite aux protestations de l'Église allemande. Oui. Mhm. Alors, ça a été arrêté officiellement. En fait, on fait Officiellement. Oui, je sais, l'action T4, officiellement. on fait la Je sais. différence entre. Après, ça n'a duré que très peu de temps, hein. Ça s'est arrêté en 40, hein. Ça a été mis en Mhm. place en 41, fin 41. Et après, on passe à ce qu'on appelle la wilde euthanasie, C'est ça, l'euthanasie exact. sauvage. Et donc Sauvage. là, et c'est surtout, et c'est celle qui a surtout eu lieu dans le gouvernement général de Pologne. Exact. Oui, oui.
Mm. On vous remercie, Cassandre. Et je vous remercie, moi, parce qu'en fait, vous répondez, Oui. puisque j'étais tellement étonnée, j'ai dit à Joël, mais enfin, un ordre aussi, comme ça, donné aussi clairement, et vous dites, et je pense qu'ils étaient au courant aussi, que c'était un buffail. Alors, un Mm. ordre, c'est pas une loi, Non, Non, mais non, 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 non. c'est une Et donc là, proclamation, en c'est fait. une C'est une proclamation. proclamation. C'est une C'est une proclamation, c'est ça. Et donc proclamation. là, c'est en Oui, fait, c'est pour les pour les théoriciens et bravo. philosophes du droit, c'est ce qui est intéressant, c'est la question du fondement finalement. Et Mhm. donc pour le génocide dont il était question dans l'intervention de Monsieur Kotek, là, je peux faire que des suppositions, mais effectivement, pour le Buffel de l'action T4, par exemple, le fondement, ça n'est pas la loi, mais c'est le Führerprinzip, le principe du Führer, Exact. qui Oui, oui. a plus de valeur Mhm. finalement qu'un vrai texte légal et Exact. normatif. Oui, oui, tout à fait. Oui. Mm. Oui, oui, tout à Vraiment fait. Moi, je trouve ça passionnant ce que vous Ouais. dites, Ouais. évidemment. Mais qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion? Mm. Non, mais Conclusion à quel vous vous sujet? rendez pas compte, ce qu'elle nous dit là est passionnant, Oui. vraiment, vraiment. Mm. C'est, mais il faut, une fois qu'on dit quelque chose comme ça, comme ce que vous venez de dire, Cassandre, est-ce que vous êtes en train de dire qu'on peut imputer alors l'ordre T4, par exemple, à une personne seule sans l'imputer au gouvernement allemand? Alors là, l'ordre T4, c'est compliqué parce que le Befehl en question, c'est quand même signé de la main de Hitler. Oui, oui. Mhm. Donc là, non. Enfin, moi, dans le cas de ma recherche, c'est impossible de ne pas l'imputer au gouvernement. Mm. D'accord. Donc c'est finalement, une nouvelle source normative à côté de la loi. C'est ça, exactement. C'est la Ouais. question de, voilà, de cette interprétation, finalement, de la philosophie du droit nazi, de comment il a été pensé, notamment par Schmitt et dans ce qu'on appelle l'Académie pour le droit allemand, qui a été fondée en 33 par Schmitt et Heidegger, et qui est la source, on va dire, de cette philosophie du droit nazi et toute cette réflexion sur le nouveau fondement du droit et qui Mm. sera bien entendu la personnification du Führer et non plus forcément une loi. Il doit. Alors, Ok. si je peux, s'il vous plaît. Donc, si je comprends bien, donc d'un côté, on a la proclamation, et cette proclamation, c'est d'accord une nouvelle source du droit, mais interne à l'Allemagne. Et à partir du moment où il y a une loi, c'est comme si on reconnaissait, c'est comme si le gouvernement allemand reconnaissait un droit international auquel ils essayent de ne pas se soumettre. En tout cas, ils essayent de donner bonne figure, de dire par rapport au droit international, on est en règle. On fait ce qu'on veut dans l'interne, mais Enfin, là, dans le cadre de est-ce la... qu'il y a, quelle est Pardon, la position justement du gouvernement allemand à cette époque par rapport au droit international? Ils s'y soumettent, on en est... pour l'action T4. En général, pour le Buffel, tout ça, notamment à l'action T4, puisque c'est celle que Mm. vous expliquez, oui. Par rapport au droit international, là, je sais pas dire. Moi, Non. j'étudie pas en fait cet aspect-là. Moi, je suis vraiment dans la théorie et la philosophie. Et donc là, c'est un pan de recherche que moi, je ne fais pas encore. Oui, oui, bien Très sûr. bien, Non, mais mais en fait, vous disiez ils ont choisi de ne pas mettre en place une loi parce que Oui, s'ils avaient mis en place une loi, oui, oui. ça En leur tout cas, alors, est connu. Donc, à partir du moment où la loi elle est promulguée, effectivement, l'Allemagne, mais les autres États sont censés la connaître aussi, puisque ça devient officiel. c'est une question de dénonciation d'une pratique que voulait souligner notre collègue Oui. Cassandre. Le droit international n'a pas de droit de regard sur ce qui se passe à l'intérieur d'un Ben oui. État. C'est Ben une oui. question de souveraineté, d'autres encore plus avant, je dirais, avant les années 2000, et a fortiori entre 33 et 40, quand il y a un grand théoricien du droit, je crois que c'était Goebbels, qui disait Charbonnier est maître chez soi, en fait. On fait ce qu'on veut à sa propre population. Et regardez comment ça fonctionne encore Mm. aujourd'hui. Mm. Dans beaucoup de pays, les conflits sont internes et on n'intervient pas, on n'a pas le droit d'intervenir. Mm. Comme c'est le cas en Chine, bien évidemment. Alors, comme c'est le cas en Chine, mais en Chine, il y a des rapports juridiques qui nous bloquent totalement, c'est leur présence au Conseil de sécurité. Mais comme c'est le cas en Birmanie, comme c'est le cas en Syrie, comme c'est le cas en Tunisie, comme c'est le cas un peu partout dans le monde, on n'intervient pas. Donc, c'est pas ce qu'a voulu dire notre collègue ici, c'est qu'il ne voulait pas plutôt officialiser ou publier l'ordre Ah oui. d'extermination des Oui, handicapés. c'est ça. Mais Euh, mais c'est normal, on le sait, par exemple, le fameux discours de Himmler à Posen en 43, il dit, nous sommes en train d'écrire une page de gloire 41. qui ne sera jamais écrite. C'est Mhm. clair. Mhm.
On écrit la page de gloire, mais elle ne sera jamais écrite. Mais l'idée, c'est que les ordres sont donnés. Nous avons choisi d'exterminer les femmes et les hommes. C'est ce que dit exactement Himmler. Mais c'est la même chose. Merci. Eh bien, Bon, Qu'est-ce qu'il dit Vermeeren? pardon? Vermeeren, tu avais dit qu'il avait des remarques. Ah, mais j'arrive pas à le message est trop long. On te Ça rentre pas dans l'enverra. le, On te dans l'enverra, le Joël. Ok. On va te l'envoyer, ouais. On va te l'envoyer par mail, je vais te l'envoyer. Bon. Ouais. Bon, on va En tout cas, s'acheminer c'était vers. passionnant. Oui, C'était passionnant pour moi aussi, hein. Oui, c'était À part passionnant, Yann. Joël. À part Yann, bien sûr. On aime bien les amis qui se taclent. Non, Il mais n'y il a ne que me lui tacle qui pas me... du Moi, je tout. le tacle jamais, hein. Non, il ne me Oh tacle pas du tout. ah bon, il te Pas de tacle nouvelle pas. affaire Dreyfus. Oui. Joël, tu viens à la Bon, prochaine, hein. On a Yanis qui parle la prochaine fois. Ok. oui, D'accord. à Je te tiens au condition courant. qu'il m'envoie un argument parce que j'ai toujours rien, Yann. Hein. Tu t'en occupes Ah, parce qu'il m'a toujours rien envoyé. bah, je sais pas si... En tout cas, il est prévu pour quand, tu te rappelles? Il faut Le le 22, je crois, 22 mai. 22 mai. Je suis D'accord. là. Le 22 mai. jeudi, hein, Martine, c'est jeudi 22 mai, c'est ça? Non, c'est jeudi 24 mai alors. et à chaque fois, tu te trompes. Non, Non, le c'est 22 mai. 22 mai. C'est un mardi. C'est pas Non, c'est un jeudi. jeudi. Non, Non, j'y Si, retourne. le vendredi, c'est 23 mai, donc c'est le jeudi 22 22 mai. mai. 22 mai, c'est un jeudi. Yanis. Voilà. Alors, Yanis va nous parler de la... Comment il l'a expliqué? Ah ben oui, qui m'envoie tout ça. Je vais lui dire de te l'envoyer. Je vais lui envoyer un vous êtes texto. sûr que c'est le 22 mai parce qu'on avait cafouillé, hein? Non, non, c'est le 22 mai, et donc c'est un jeudi. Oui, c'est un jeudi. Voilà. Ils Bon, l'ont remis dedans. donc le prochaine et dernière conférence de notre cycle, le jeudi 22 mai. On vous remercie tous. Et merci à ceux aussi qui nous font l'amitié, le plaisir de participer, même si on les entend pas, mais on sait qu'ils sont là. Et j'ai vu arriver notre chère Liliane aussi, Candel. Et demain, Voilà. si vous voulez, parle que Oui. demain, Ah oui, oui, je l'ai dit, Jonathan. j'ai envoyé. Judith Voilà. Cohen Cohen-Solal, j'ai Solal. envoyé aussi. Voilà. Demain à 19h, c'est Pour les tôt, hein. psychologues, c'est Ouais. intéressant. Sur la Ouais, mais résilience. pour les psychologues, c'est tôt, 19h. Ah oui, ok. Ouais. Tu travailles trop, Bon, toi. Attends, c'est à avant que bientôt. avant que tout le monde parte. Oui. T'es sûr que c'est pas